Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des sciences industrielles. Aujourd'hui, on va donc continuer sur le thème de la machine à courant continu. On va parler de ses constituants et on va essayer d'expliquer son fonctionnement. C'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler un peu de technologie mais aussi on va parler un peu de physique. Pour expliquer le fonctionnement, on aura besoin de maîtriser l'électromagnétisme. Alors, on va commencer par les constituants de la machine à courant continu. Donc, on va voir qu'il y a principalement trois parties qui sont intéressantes à observer pour comprendre le fonctionnement. Alors, la première partie, c'est la partie rotor, donc c'est cette partie-là. Alors, c'est la partie qui va être en rotation à l'intérieur de la machine à courant continu. Alors, on peut voir ici un roulement à billes qui va venir guider en rotation un l'axe. La deuxième partie de cette machine à courant continu, c'est donc la partie stator, c'est la partie fixe du moteur. Donc on la voit ici principalement. Et c'est toute la carcasse métallique extérieure aussi. Et la dernière partie qui va être essentielle pour le bon fonctionnement de la machine à courant continu, c'est donc le système de balai collecteur qui va se trouver à cet endroit-là sur cette illustration. Pour expliquer le fonctionnement de la machine à courant continu, on va déjà essayer de détailler de quoi est constitué le stator et le rotor pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Le stator peut être réalisé de deux grandes manières différentes. La première, c'est l'utilisation d'aimants permanents. Donc ici, on a une première illustration qui nous montre donc le stator avec à l'intérieur, donc si on regarde ici à ce niveau-là, là, les deux éléments qu'on voit ici, ce sont des aimants permanents. La deuxième façon de réaliser un stator, c'est en utilisant des électroaimants. Donc, on va avoir une structure qui va être relativement identique. On voit ici la partie un peu arrondie comme sur la partie avec les aimants permanents. Et cette fois-ci, un champ magnétique va être créé non pas par des aimants permanents, mais par des électroaimants que l'on retrouve de chaque côté, ici au-dessus et en dessous. Alors, le rôle du stator dans la machine, ça va être de créer un champ magnétique que l'on va dire fixe. Donc ici, j'ai une représentation sous forme de schéma d'un stator. Alors ici, j'ai pris un stator de type électroaimant, comme on a sur cette illustration. Donc l'objectif ici, ça va être d'alimenter les conducteurs du stator par un courant dit continu, ce qui va permettre de créer en fait un champ magnétique fixe qui va traverser ici la machine. Le rotor, lui, il est constitué de conducteurs. Donc voici une illustration un petit peu d'un rotor pris seul. Donc ici, on voit pas que le rotor, on voit aussi le système de collecteur. Donc le système de balai collecteur, donc il est ici, on va pas s'en occuper pour le moment. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui se trouve ici dans le rotor. Voilà, cette deuxième partie. Donc on peut voir qu'il y a des conducteurs qui traversent un système qui est composé de fer. Alors à l'intérieur de ce rotor, donc on a vu qu'il y avait donc des conducteurs qui traverse donc une partie en fer. Voilà, donc là je la représente ici de cette manière-là. Donc c'est une vue en coupe, au milieu ici du rotor. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter les conducteurs avec un courant et on va s'arranger pour que les conducteurs, pour que le courant qui traverse les conducteurs, voilà, le courant soit rentrant vers la feuille de ce côté-là. Donc ici je mets une croix pour symboliser l'arrière de la flèche. Et puis sur le côté gauche, on va avoir un courant qui va sortir de la feuille. Donc je vais symboliser ça par un point au milieu du cercle qui montre la pointe de la flèche. Donc ici on se retrouve avec donc des conducteurs et un champ magnétique. Donc le champ magnétique du stator, lui, il est présent, il est ici. Et donc on voit quoi? On voit un champ magnétique, des conducteurs, et les conducteurs sont parcourus par un courant et baignent dans un champ magnétique. Donc eh bien, on pense aux forces de la place. Donc ici j'ai donc l'intensité, alors si je prends pour ce conducteur qui est là, l'intensité donc rentre vers la feuille, donc c'est l'index, voilà. Le champ magnétique B
donc il est vers la droite, donc c'est le majeur. Il faut faire un peu de contorsion avec les mains hein, pour essayer de me suivre. Et donc là, on en déduit que la force de la place qui s'applique sur le conducteur, de l'interaction du courant qui circule dans le conducteur et du champ magnétique créé par le stator, va générer une force qui va être suivant cette direction. Voilà, donc on applique le principe sur tous les autres conducteurs, hein, et puis on va trouver quelque chose qui va ressembler à ça. Et puis de l'autre côté, eh bien de l'autre côté, comme le courant est inversé, eh bien on va en fait avoir un sens, donc la direction est la même, hein, mais le sens des forces va être différent. Et donc on va avoir ici tendance à aller vers le haut. Alors maintenant, si on regarde d'un point de vue mécanique, donc le rotor, hein, je vous rappelle qu'il est, fixé en rotation, enfin il est maintenu. Son seul degré de liberté, c'est donc la rotation autour de l'axe de révolution du rotor. Et donc on applique une force, hein, enfin plusieurs, hein, si on essaie de regarder la résultante. On applique plusieurs forces qui vont tirer le côté droit vers le bas et puis plusieurs forces qui vont tirer le côté gauche vers le haut. Bon, qu'est-ce qu'il en résulte ? Il en résulte une rotation hein, du rotor. Alors, au cours de ma formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs physiciens et j'ai eu aussi une autre approche d'explication pour la mise en rotation du rotor d'une machine à courant continu. Donc on a toujours hein, les conducteurs qui sont à droite, qui sont parcourus par un courant qui rentre dans la feuille, et puis à gauche, voilà, on va avoir des conducteurs dont le courant sort de la feuille. On a toujours le champ magnétique B du stator. Hein, alors je vais le nommer ici BS pour bien voir que c'est le champ magnétique lié au stator. Lui, il est fixe, il ne bouge pas. Voilà. Et puis, en fait, les conducteurs qui sont à l'intérieur de l'induit, mais si on regarde bien, en fait, il y a une circulation sous la forme d'une bobine du courant. Donc, par la droite, les conducteurs, donc le courant rentre dans la feuille et il vient ressortir de l'autre côté. Et donc, comme ça, on a une boucle de courant. Hein. Si on représente ça sur la partie qui est là, en fait, il y a une bobine donc, qui serait comme ça. Hein. Donc là, c'est la partie qui est devant, et puis là, c'est la partie qui est derrière, qui est cachée. Et donc, en fait, cette bobine, donc, elle est parcourue par un courant qui tourne, voilà, qui circule à l'intérieur de cette bobine. Et voilà, d'un point de vue électromagnétique, cette bobine crée un champ magnétique, alors qui va être suivant cette direction et ce sens. Donc là, je vais l'appeler BR pour rotor. Et donc, ce champ magnétique, il est accroché, il est fixé au rotor, qui lui, je vous le rappelle, est son seul degré de liberté, c'est la rotation autour de son axe de révolution. Alors, que font deux champs magnétiques lorsqu'ils ne sont pas dans la même direction? Eh bien, on a un phénomène d'orientation, hein, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'orienter tous les deux dans le même sens. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le champ magnétique BS, lui, il ne peut pas bouger. Par contre, le rotor, si le rotor tourne légèrement, qu'est-ce qui va se passer si le rotor tourne légèrement? Eh bien, le champ BR va venir s'aligner avec le champ BS. Et donc, voilà un autre moyen d'expliquer la mise en rotation donc, du rotor voilà, par l'interaction de deux champs magnétiques, celui créé par le stator et celui créé par le rotor. Donc ces deux explications sont complètement identiques, hein. C'est juste l'approche physique qui est un petit peu différente, mais voilà, si on pose les calculs en physique, hein, on aura exactement le même résultat. Alors il y a un problème auquel on n'a pas encore pensé pour l'instant dans la mise en rotation du rotor, c'est que ce conducteur-là, qui est ici, lorsqu'il va tourner, lorsque le rotor va tourner, donc ce conducteur va se déplacer et il va venir. Alors je vais mettre une configuration particulière, d'accord. Ce conducteur-là, je vais le noter C, voilà, est arrivé ici. C'est-à-dire que le rotor a tourné et le conducteur C est arrivé ici. Donc là, si je représente la nouvelle configuration, voilà. Et bien là, les deux champs magnétiques sont alignés l'un par rapport à l'autre. Les forces de la place, donc les forces de la place, si je représente les forces de la place,
elles sont toutes vers le haut ici et toutes vers le bas ici. Voilà. Et donc là, si on fait la résultante des forces, il n'y a plus de rotation. Et puis de la même manière, si on fait avec l'interaction des deux champs magnétiques, eh bien, les deux champs sont alignés. Hein. Donc vous allez avoir le champ BS qui est ici, le champ BR qui est ici. Donc les deux champs sont alignés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien. Voilà, le rotor est bloqué après avoir fait un quart de tour. Donc c'est là que va intervenir le dernier élément pour lequel on n'a pas encore parlé. Donc c'est le système de balai collecteur. Donc voici une illustration d'un peu plus près. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, à l'intérieur des petites encoches métalliques qui sont ici, donc il y a bien les conducteurs qui traversent le rotor. Et vous voyez que ces conducteurs, en fait, ils sont connectés électriquement à ce qu'on appelle le collecteur. Donc le collecteur, c'est cette partie-là. Voilà. Ce sont ces petites facettes en cuivre qui sont réparties sur l'axe. Et donc les conducteurs ne sont pas tous reliés à toutes les petites facettes, mais voilà, les connexions sont réparties sur les différentes facettes. Et vous avez ici ce qu'on appelle le charbon, qui est une pièce, qui est un connecteur électrique hein, entre ce conducteur qui est au stator et les conducteurs qui sont au rotor. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure de la rotation, le charbon ne sera pas en contact avec la même facette. De la même manière de l'autre côté. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va se retrouver ici donc avec notre configuration qui est là. Donc, le pointillé qui est ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de neutre. La ligne neutre. En fait, le système de balai collecteur, il va s'arranger pour qu'on ait en permanence tous les conducteurs qui sont à droite, qui vont être parcourus par un courant qui circule vers la feuille, et de l'autre côté, qui revient vers nous. Et donc, dès que ce conducteur C va, avec la rotation, se déplacer et passer cette ligne neutre, eh bien, le système balai collecteur est fait de telle sorte que le courant qui circule dans ce conducteur va être inversé et va de nouveau circuler vers la feuille. De la même manière, hein, tous les conducteurs qui, lorsqu'ils traversent la ligne neutre par le bas, voilà, le système fait de la même manière, inverse le courant, la circulation du courant dans le conducteur, et donc va s'arranger pour que, en fait, on ait tout le temps cette configuration-là en permanence. Et cette configuration-là, donc on l'a vu, elle crée une rotation en permanence. Et donc, c'est comme ça que le rotor va pouvoir tourner de manière continue, sans arrêt, autour de son axe. Alors, avant d'en terminer avec cette vidéo, je veux faire deux petites parenthèses qui peuvent être intéressantes, des parenthèses technologiques. Alors, le moteur à courant continu est très simple hein, dans sa construction, dans sa commande. Donc il a été beaucoup utilisé au début de l'arrivée des moteurs électriques, parce qu'il était simple et simple à mettre en œuvre. Son gros inconvénient, c'était son système de balai collecteur, puisqu'en fait, le charbon qui est ici, à force de tourner, va venir s'user en fait. Et donc il y a un petit ressort qui le pousse pour le mettre en contact ici avec la partie collecteur. Et en fait, il s'use avec le temps, et au bout d'un moment, eh bien, il est usé et le contact ne se fait plus. Donc ça, c'est une des principales sources de panne hein, sur les machines à courant continu, c'est que le charbon est usé et qu'il est bon à changer. Alors, le deuxième point technologique que je voulais vous faire voir, je vais reprendre cette image et je vais la laisser en gros ici. Voilà. Et donc, ce que je veux vous faire voir sur cette partie-là, c'est ça. Voilà. Donc ici, sur le rotor, on voit une espèce de petite empreinte sur la partie métallique. Alors, on en devine ici une autre. En fait, c'est un coup de scie. C'est-à-dire qu'ici, on a mis un coup de lame pour enlever de la matière au niveau du rotor, ici. Alors, on n'a pas abîmé le rotor. Enfin, en quelque sorte, oui, mais voilà, on ne l'a pas abîmé. En fait, le but de cette opération, c'est de faire l'équilibrage dynamique du rotor, puisque comme il va être en rotation suivant son axe
avec des vitesses qui vont être potentiellement importantes. S'il y a un problème d'équilibre dynamique, eh bien, ça va provoquer des vibrations, des usures prématurées, éventuellement des roulements, du bruit. Enfin, voilà. Donc, il est important de faire l'équilibrage dynamique du rotor. Et donc, pour ça, eh bien, une fois qu'il est fabriqué, on ne va pas rajouter des masses à des endroits déterminés. On va enlever un petit peu de matière à des endroits déterminés. Hein, c'est l'inverse de l'équilibrage sur une roue de voiture. Une roue de voiture, on rajoute des petites masses. Sur un rotor de moteur de machine à courant continu, on va enlever un petit peu de matière là où il faut en enlever pour faire l'équilibrage. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo sur la machine à courant continu. Une prochaine vidéo sur le même thème viendra bientôt. On parlera de la modélisation de la machine à courant continu. On parlera de modèle de connaissances, mais on fera aussi le modèle de comportement. À bientôt!